On se retrouve aujourd'hui pour parler de Jean-Luc Mélenchon et de l'affaire Quatennens, qui a été, à notre avis, très mal gérée par Jean-Luc Mélenchon. On parle de ça dans les suites du complément d'enquête qui a été diffusé sur France 2 jeudi dernier, qui aurait pu s'intituler Mélenchon est-il le plus gros méchant de tous les méchants de l'univers et mange-t-il des bébés? Le reportage est très orienté pour diaboliser Méluche. Je vous rappelle que nous, on est tout à fait pour la diabolisation de Jean-Luc Mélenchon, car ça fait partie du plan pour qu'il passe au premier tour des prochaines présidentielles. Et ensuite, il pourra rassembler tout le monde de la gauche au second tour et devenir président de la République. Et ça nous va très bien. Nous, on est à fond là-dedans. Par contre, effectivement, sur la gestion de l'affaire Quatennens, on l'a trouvé catastrophique. L'épouse d'Adrien Quatennens affirme dans un communiqué qu'elle subit depuis des années les colères et les crises de violence physique et morale de son conjoint. Il a reconnu jusque-là une gifle et de l'agressivité mutuelle. On comprend assez rapidement que ce serait un militant inconnu qui aurait fait ça. La sanction aurait été son exclusion immédiate. Là, parce que c'est un des principaux porte-parole, on ne sait plus très bien comment faire, ce qui est quand même assez problématique. La malveillance policière, le voyeurisme médiatique. Les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Quatennens. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection. On n'avait pas prévu d'en parler au départ, mais en fait, en faisant le live avec le chat, le sujet est venu sur la table. On en a finalement parlé assez longuement et donc on a décidé de vous le diffuser pour que vous voyez un petit peu quelles sont nos positions là-dessus. Vous allez voir à un moment donné, Raquel, alors on spoil un peu, mais on va le redire, dit que Mélenchon, en 30 ans de militantisme, n'a jamais parlé de la Palestine. Le niveau d'implication dans le féminisme et les luttes contre les VSS d'Alexis Corbière est encore plus moindre que ça. Donc l'idée de... ils ont défendu Quatennens de manière sincère. Non. Ce qu'il fallait attaquer Mélenchon sur sa gestion de Quatennens, c'était légitime. Eux l'ont fait par opportunisme, juste pour s'opposer à Mélenchon. Voilà. Et je vais rappeler la ligne que j'ai, moi, sur Quatennens et qu'on partage tous dans notre asso. La ligne, c'est que faire de la merde quand t'es un mec, c'est extrêmement fréquent, n'est-ce pas? Que du coup, il n'y a zéro surprise au fait que même des gens qui sont de notre camp, qu'on aime beaucoup par ailleurs, avec qui on a milité, etc., se comportent extrêmement mal. Que c'est un problème, que ça existe encore et que c'est une lutte politique, que ça n'existe plus. Mais pour moi, le plus gros problème là-dedans, c'est quel discours tu portes ensuite sur tes actes. Et on a vu avec Adrien Quatennens ce qu'on voit extrêmement, extrêmement fréquemment, c'est-à-dire une manière de parler des violences sexistes et sexuelles en règle générale, mais plus précisément des violences dans le couple, dans le cadre du couple, en gommant totalement la position d'asymétrie qui existe entre les deux parties. C'est ce qu'a fait Quatennens dans son interview à BFM. C'est ce qu'on a revu récemment dans d'autres affaires. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un mec qui s'appelle Jean Humbert, qui est un chef très connu, qui a fait Top Chef et tout ça. Il y a 4 de ses ex-compagnes là, qui témoignent. C'est sorti hier pour dire en gros de la violence psychologique, physique, etc. Enfin voilà, des trucs très graves. Et la ligne de défense de Jean Humbert, c'est la même que tous ces gars, c'est-à-dire ce sont des torts partagés, machin et tout, c'est-à-dire que jamais il n'est question d'aller interroger les relations d'asymétrie profonde qui sont à l'origine des violences. Jamais il n'est question d'aller interroger le système et la place de chacun au sein de ce système. Et quand Quatennens vient à BFM TV se défendre pendant plus d'1 heure en disant des trucs, moi je vous jure que cette interview me gêne presque plus que le fait qu'il ait mis une gifle, alors pas à l'échelle de son ex-femme pour qui ça a été... parce qu'il n'y a pas que la gifle, et d'ailleurs il a reconnu qu'il y avait d'autres types de choses, et elle aussi elle l'a dit. Il y a eu en fait des colères, des cris, des situations de contrôle, des trucs où tu contrôles le téléphone de l'autre, des trucs où tu confisques le téléphone à l'autre qui est son moyen de communication. Alors tu vas te faire confisquer ton téléphone face à un mec qui s'énerve et qui te hurle dessus et tout, ça t'empêche de pouvoir alerter et te défendre, quoi. C'est des trucs graves. Bref, voilà, il y a eu plein d'autres choses que Quatennens a reconnu lui-même, et que lui, quand il vient se défendre à BFM et sortir des trucs du genre moi je suis quand même hyper sympa, je continue à payer le loyer de l'appart dans lequel elle vivait avec notre fille. Mais du coup, comme c'est moi qui payais le loyer, c'est normal que je garde des clés et puis que je me pointe. Mais bon, je suis sympa parce que je la préviens quand je me pointe. Et ça, en fait, que Quatennens dise ça face à la France entière, la France entière, c'est qu'en fait, quand Quatennens tient ce discours-là, le regardent des milliers, voire des millions de femmes qui vivent des situations comme ça, et des milliers, voire des millions d'hommes qui appliquent ça à leurs femmes. Quand il dit ça, quand il tient ce discours-là, il tient un discours de normalisation et de légitimation du contrôle et des violences. Un homme qui gagne 8 000 € par mois, qui a un appartement de fonction et qui a des trucs de fonction,
il paye le loyer de son ex-femme dans lequel elle vit avec leur enfant, c'est très probablement parce que son ex-femme n'a pas les moyens de payer le loyer d'un appartement pour vivre confortablement avec un enfant. Donc s'il accepte de continuer à payer le loyer, ce que moi je trouve légitime quand on a beaucoup d'argent et que l'autre n'a pas d'argent, normalement, il ne doit pas se servir de cette domination économique pour pouvoir continuer à avoir du pouvoir sur la vie de sa compagne. Et qu'il vienne sur BFM TV expliquer que cette situation est normale et qu'il est dans son bon droit. Là, je donne un exemple de son interview à BFM, mais il y en a d'autres. C'est gravissime. Je pèse mes mots, c'est gravissime en fait. C'est gravissime parce que ça légitime tout le système de tous les autres hommes qui font ça. Là, je ne parle même pas d'Adrien Quatennens. Adrien Quatennens, dans ce contexte, est un responsable politique. Il tient un discours qui a un impact politique sur la vie de tous les autres gens. Et pour moi, ça, c'est gravissime. Une fois qu'on a dit ça, Quatennens, depuis, a reconnu que cette interview était une catastrophe, ce qui est très bien. D'accord ? Moi, je suis ravie que ça soit ça. Et j'espère que la prochaine fois qu'on aura un cas comme ça, on ne va pas avoir un mec qui arrive en expliquant, dans le cadre de violences conjugales, nous étions à égalité, les torts sont partagés et il est bien normal que je garde le pouvoir, etc., etc. Et j'espère que la prochaine fois qu'on aura un cas de violence sexuelle, par exemple, on n'aura pas un mec qui arrive en disant « elle m'a aguiché et machin, et c'est pas de ma faute, et en fait elle était un peu d'accord et tout », parce que ce sont des discours de légitimation et de normalisation de la domination masculine. Et en fait, quand on tient ces discours-là, ce sont des effets concrets, matériels, précis qu'il y a sur la vie de millions de gens en face. Parce que si même les gens qui sont en tête de proue à gauche pour porter nos combats viennent tenir ces discours-là sur leurs actes, comment on fait pour que ça s'arrête ? Donc là, j'ai redit rapidement ma position sur Quatennens, on en reparlera parce que ce sont des choses qui arrivent à chaque fois, encore une fois, à chaque fois. Et on en a encore des exemples récemment. Et c'est un énorme problème. Et il ne s'agit pas de dire, parce que là, dans le reportage, il repasse un peu Mélenchon qui dit « c'est pas la gauche de crucifier un mec et de considérer que s'il a fauté une fois, plus jamais il n'a de place dans la lutte, etc. » Moi, je suis d'accord avec ça, mais déjà dire il a fauté une fois et tout, en fait, on parle d'un contexte de violence conjugale répétée sur des années avec un mec qui est arrivé en voulant garder le pouvoir du récit, garder le pouvoir économique, garder le pouvoir sur l'enfant, etc. Et qui vient tenir un discours pour légitimer le fait que c'est normal qu'il garde le pouvoir, ce n'est pas la même chose que donner une gifle une fois et c'est tout. Pour moi, tout le problème, c'est l'ensemble de l'œuvre et l'ensemble des conséquences politiques qu'il y a à ce type d'attitude. C'est un énorme problème. Et une fois qu'on a dit ça, non, moi, je ne suis pas pour que les mecs qui ont fait de la merde soient crucifiés à vie et ne puissent jamais plus rien faire de rien. Je ne suis pas pour ça. Mais en fait, il y a un entre-deux, entre ne rien reconnaître, faire de la confession, ce qui n'est pas mettre en place des choses pour que ça aille mieux, c'est faire une espèce de confession en se victimisant, etc. Et tout en fait, continuant de légitimer le système de violence et de domination, puis en estimant que c'est bon, on est absous, et on décide nous-mêmes qu'on est absous, etc. Et ce n'est pas non plus la même chose de dire quelqu'un qui a fait de la merde, plus jamais ne doit avoir de place et tout. Il y a un entre-deux entre ces trucs-là, qui consiste à se poser prioritairement la question de quel est le discours qui a été tenu sur les actes, car ce discours a des conséquences sur tous les autres actes du même type, et qu'est-ce qui a été mis en place pour que ça ne se reproduise pas. Si à ces deux questions, on peut répondre, le discours est carré, ça va nous permettre de faire en sorte que les autres personnes qui vivent ça le vivent moins, voire même ne le vivent plus. Et deuxième chose, les conséquences ont été tirées. Des choses ont été mises en place pour que cette personne ne se comporte plus de cette manière et pour pouvoir prendre des décisions politiques pour que toutes les autres personnes qui se comportent comme ça ne le fassent plus. Si à ces deux questions, les réponses sont les bonnes, moi je n'ai aucun problème à ce que la personne revienne, qu'elle ait même des responsabilités politiques et tout. Je n'ai pas de problème avec ça. Qu'on soit très clair. Moi, j'aimerais qu'on sorte vraiment là-dedans de ce truc de cancel, défense, etc. Non, 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 c'est pas la question en fait. La question c'est comment on transforme politiquement des situations qui sont gravissimes et qui arrivent à plein de gens, sans se cacher derrière son petit doigt, sans continuer à tenir un discours qui prouve, moi je suis désolée, mais Adrien Quatennens qui vient à BFM TV expliquer qu'il est normal qu'il garde les clés et qu'il se pointe quand il veut et qu'il est sympa parce qu'il prévient, et qu'il pense qu'il peut venir à BFM dire ça et que ça va passer, ça montre qu'il y a eu une immense mécompréhension de ce que sont les violences conjugales, leur dynamique et surtout les réponses qu'on peut trouver pour que ça s'arrête. Voilà, je pense que les choses sont dites. On en reparlera, mais quand les agresseurs sont toujours ceux qui parlent le premier et qui parlent le plus,
ça doit toujours vous faire un petit red flag, vous voyez ? Donc, Bien sûr. Quatennens, c'était le cas. Hein. Si Quatennens s'est pris ce qui s'est pris dans la gueule, c'est lui qui a décidé de publiciser son affaire par une confession sur Twitter. C'est pas quelqu'un qui a dit « je me mets en retrait, j'ai des affaires familiales à régler ». Ce n'est pas sa femme qui a publicisé l'affaire, etc. C'est lui qui a commencé, et d'ailleurs Mélenchon, dans sa défense catastrophique, a dit « il faut avouer à demi pardonner ». Tout ça, c'est la problématique. Et donc, quand on commence par dire « j'ai merdé », je le dis, donc je peux garder ma place. Ça, c'est red flag. Surtout si tu dis j'ai merdé, mais pas tant, parce qu'en fait, elle a merdé aussi, on a merdé. Voilà, mais même admettons. C'est ça. Dans la réhabilitation, si on veut parler de ça, la justice punitive libérale n'est pas réhabilitatrice pour deux choses. Elle ne demande qu'une chose, payer. C'est de la comptabilité, la justice punitive. Vous voyez ? Elle demande que de payer. C'est pour ça que dans la justice la plus punitive et la plus libérale du monde, qui est la justice anglo-saxonne, vous pouvez payer en monnaie sonnante et trébuchante. Et si vous n'en avez pas, vous payez en nombre d'années d'enfermement. Donc il n'y a pas de réhabilitation, il n'y a pas de confession, il n'y a même pas de reconnaissance possible des faits et de transformation. Dans la justice réhabilitative, qu'on soit clair, il doit y avoir des parcours de transformation. Et effectivement, des parcours de transformation, c'est des parcours de transformation sociale, donc on doit se poser ce genre de questions, et aussi des parcours de transformation des gens qui ont fauté. On ne fera jamais croire aux gens qui ont fauté, vous, moi, X ou Y, qui se sont transformés sans ni changer leurs conditions de vie, ni changer leurs conditions de travail, ni changer leurs conditions sociales, etc. Personne ne se transforme en ne bougeant pas de position. Ça, on l'a déjà dit 1000 fois. On en a parlé plein de fois. Campadu, il a parlé de sa transformation intellectuelle, etc. Donc, quand vous voyez des gens qui se cachent comme Quatennens derrière la confession, sur la justice réhabilitative, blabla, mais qui en fait ne cherchent qu'à une chose, éviter tout parcours de transformation, toute forme de dépositionnement, de sortir de son confort, de sortir de sa position sociale, c'est red flag. Voilà, c'est pour ça que ce qu'a fait Quatennens était catastrophique. Et tous les gens qui l'ont défendu étaient catastrophiques. Et qu'on comprenne bien, il ne s'agit pas de payer pour une vengeance. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire il faut qu'il souffre. C'est pas ça le truc. C'est que la position dans laquelle il est lui a permis de faire ça. Si on ne modifie pas cette position, comment on modifie le fait qu'il fasse ça ? C'est ça. C'est la question. Il y a quelqu'un qui dit « Ouah frérot, des fois on comprend des trucs en lisant ou en écoutant crise de PA. » C'est vrai, mais je ne suis que l'instrument du graphique. Donc n'ayez pas foi en moi. Je comprends la blague. Le discours est transformateur. Non, mais attends. Le discours est transformateur, c'est vrai. Le discours est transformateur. Les paroles sont concrètes. Parfois, on comprend mal le matérialisme. On se dit le matérialisme, c'est les chaises et les tables, quoi. C'est les trucs qui se touchent. Non, l'approche matérialiste, la parole, le discours tenu, quand Quatennens vient de tenir ce discours à BFM TV, ça a des conséquences concrètes sur la vie de plein de gens qui regardent ça. Des hommes qui sont légitimés dans leur position, des femmes qui sont conservées dans leur position aussi. C'est ça la conséquence que ces discours ont. Ça a des conséquences. Ce n'est pas la même chose Quatennens qui vient dire qui vient dire un discours de compréhension du mécanisme de sa position dominante, de comment ça l'amène à faire ça et tout, ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, du coup, ça n'a pas la même conséquence qui est de dire c'est bon, je suis perché, machin. Et le tweet de Mélenchon est un tweet qui fait typiquement ça. Il met à égalité Quatennens et sa compagne, enfin son ex-compagne, et il gomme ça. Et le truc de faute avouée à moitié pardonnée, c'est passé dans le docu, je suis désolée, mais estimez-vous que si Netanyahou, là je prends un exemple extrême, mais c'est pour vous dire que faute avouée à moitié pardonnée, ça dépend de quoi on parle. Darmanin, s'il reconnaît... alors, je ne pense pas qu'il ne l'ait fait, bien sûr, vous savez, loin de nous rendre coupables de diffamation, machin. Mais imaginons qu'il ait imposé des rapports sexuels à des femmes en grande précarité quand il était maire de Tourcoing pour qu'elles puissent obtenir des HLM. Là, je quitte la capsule. Je quitte Twitch. Je quitte la brèche d'entendre des trucs pareils. Imaginez que Darmanin ait fait ça. Je ne pense pas que ça soit le cas, évidemment, mais imaginez qu'il l'ait fait. Est-ce que vous croyez que Darmanin qui se pointe en disant « Ouais, j'ai fait ça, voilà ». En fait, le fait qu'il l'avoue en soi, ça ne veut rien dire. S'il avoue en disant « C'était immonde de le faire, c'était ma position dominante qui l'a fait, je ne dois plus être maire vu ce que j'ai fait avec mon pouvoir, etc. » C'est pas la même chose que Darmanin qui arrive « J'ai fait ça, mais vous comprenez, ça allait très mal dans mon couple. Et puis cette femme, elle m'a supplié, puis c'est elle qui m'a aguiché et tout. » Ce n'est pas la même chose. Donc le fait de dire le fait d'avouer, alors c'est une étape nécessaire. Ah oui. Mais ça ne se suffit pas à soi-même.
Ça ne se suffit pas à soi-même, c'est pas à moitié pardonné. Et puis, Darmanin qui vient dire ça, je suis désolée, mais n'est pas à moitié pardonné. Et puis après, qu'est-ce qu'on appelle le pardon et tout, enfin, qu'est-ce qu'on met derrière? Moi, la personne, il y a des mecs qui m'ont fait énormément de mal dans ma vie, dans le cadre de violences sexuelles. Bah, moi, j'ai pas envie de les pardonner, quoi. Enfin, j'ai pas envie de les pardonner. Et ça veut pas dire que j'estime à l'échelle d'une société que ces mecs-là, ils doivent plus jamais avoir un travail, avoir un logement, etc. Pas du tout. Mais moi, ces mecs, ils m'ont fait trop de mal. Il y aura ni oubli ni pardon, en fait. C'est comme ça. Alors, je dis ça, moi, j'ai pas pu bénéficier de parcours où on a pu se parler et se réparer, etc. Enfin, voilà, quoi. Mais ce que je veux vous dire, c'est en plus, enfin, l'absolu du pardon. Tu sais, il y a aussi des gens qui disent, ouais, c'est à la victime de décider. Bah non, en fait. Enfin, pareil, hein. Moi, si vraiment vous voulez que je vous dise, enfin, les phases de colère par lesquelles je suis passée, notamment vis-à-vis de l'homme qui m'a violée quand j'étais adolescente, c'est un mec, ça m'a fait tellement de mal qu'il m'ait fait ça. Ça va mieux aujourd'hui et tout, mais ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. Si vous me demandez à moi qu'il faut faire de ce mec, mais je vais vous dire des trucs de zinzin qu'il ne faut pas faire, en fait. Je vais vous dire qu'il faut le torturer, le machin, le truc, parce que j'ai trop de colère contre cette personne. J'ai trop de colère, j'ai de la haine, il m'a fait trop de mal. Du coup, cette espèce d'autre réponse qu'on a dans ces trucs-là de dire c'est à la victime de décider ce qui arrive à la personne ou pas, bah non plus, quoi. Non plus. C'est à nous, collectivement, société, de se poser la question. Et encore une fois, le vrai enjeu, c'est un enjeu politique de transformation. Et pas juste un truc interpersonnel, individuel de et lui, sa réhabilitation, et elle, qu'est-ce qu'elle veut, et tout ça. Non. C'est une question collective et sociétale qu'il faut qu'on se pose. et pour terminer, il faut arrêter aussi d'être idéaliste. Non, c'est toujours pareil. Matérialiste, c'est des situations concrètes, c'est pas ni des tables des chaises. À un moment donné aussi, la société doit répondre, la coactivité des autres doit répondre à des situations d'individus qui se comportent de manière problématique. Donc la société, c'est toujours de la répression. Donc arrêtez de croire qu'il y aura des sociétés sans répression. Il y a des répressions qui sont légitimes, d'autres moins. Mais par exemple, quand vous avez, on va prendre des exemples un peu extrêmes qui parlent à tout le monde, quand vous avez quelqu'un qui est dans un univers d'enfants et qui viole des enfants, bah, ça paraît assez légitime de l'écarter des enfants. Vous voyez, c'est pas, Oui, vous voyez, c'est un oui. truc basique. Tout le monde dit, on va pas le crucifier, on va pas l'émasculer, on va pas tout, mais on va déjà commencer par, vous voyez, quand vous avez un bidon d'essence et du feu, bah, si vous voulez pas qu'il y ait un incendie, vous éloignez les deux. Là, c'est la même chose. Donc la société a aussi cette responsabilité-là. Faut arrêter de se cacher. Et quand on est dans un univers politique, ça devrait paraître assez évident que des gens qui prônent certaines valeurs, je sais pas, là on parle de VSS, voilà, mais on parle de la gauche, etc. Si demain il y a quelqu'un dont on apprend qui se comporte comme le plus gros des racistes à la FI, alors que, et soi-disant, il est là pour mettre en place une société égalitaire et antiraciste, ça me paraît assez normal, de la même manière, de se dire, son activité-là, alors après, il peut être bûcheron, ce qu'il veut, etc., mais cette activité-là ne paraît pas très compatible avec les qualités individuelles qu'il a démontrées, vous voyez ? Et ça veut pas dire, on cancel, on fait disparaître, on dit juste simplement, c'est pas la bonne activité. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi comprendre. Dépositionner quelqu'un, ce n'est pas le canceller, ce n'est pas le tuer, ce n'est pas le désocialiser. Vous voyez, moi, si par exemple je suis un super joueur de basket, bah, la bonne situation, c'est de me mettre dans une équipe de basket. C'est pas de me mettre dans une équipe de foot. Et bah, quand vous n'avez pas les skills pour être un homme politique défendant des valeurs progressistes, et ben on vous éloigne de vos mandats. C'est tout, c'est simple. C'est ça. Et après, les gens peuvent changer aussi. Exactement. Les gens peuvent changer, pas de problème. Mais on ne change pas en 2 jours et on ne change pas en disant qu'en fait, on n'a pas trop besoin de changer parce que c'est pas trop de notre faute. Ouais. Voilà. Et que s'il n'y avait pas eu de procès, on s'en serait quand même rendu compte. C'est aussi toujours marrant, c'est qu'il y a toujours des événements déclencheurs extérieurs de victimes qui font que les gens comprennent ce qu'ils ont fait. C'est là où on voit quand même que l'idée même de j'ai compris, en fait, bah non, t'as compris quand on t'a mis un coup de pression, c'est déjà ça, petit peu, ça doit vous alerter, quoi. On avait dit, ça c'est bien la pas du team, c'est encore pire avec Zoé et Chris, parce qu'on est beaucoup moins disciplinés que Padu là-dessus, qu'on n'en parlerait pas. Et on a dû en parler 45 minutes. Donc voilà. Je voulais pas que les gens aient l'impression qu'on évite ce sujet-là parce qu'on était d'accord avec Mélenchon sur la partie. Voilà. Là-dessus, moi, je trouve que c'est grave ce que Mélenchon, l'attitude qu'a eu Mélenchon sur cette histoire. Et pour autant, vous voyez, comme quoi, hein, même quand on est une féminazie comme moi, on est capable de faire la part des choses. Pour autant, je pense que c'est le meilleur candidat pour 2027. Et s'il se présente, je ferai sa campagne. T'es une menteuse. Et je ferai sa campagne.
Tu dis ça Je parce que ferai je sa reviens du campagne. futur et tu sais qu'il a gagné et que tu veux pas perdre Je un vais être du pari. bon côté. Non, pardon. Exactement. Mais voilà, moi, je ferai sa campagne quand même. Mais à chaque fois qu'il y aura une question de VSS, je vais fortement regarder comment il se positionne et comment son équipe se positionne. Et à chaque fois que j'estime qu'ils diront de la merde, je dirai qu'ils diront de la merde. Voilà, c'est de la lutte politique et j'espère en fait mon militantisme, mais pas que moi, plein d'autres militantes féministes notamment. En fait, on casse les couilles là-dessus parce qu'on a que ça. Parce que le féminisme a cette chose particulière d'être un engagement qui oblige chacun à se poser la question de son propre comportement chaque jour, dans sa famille, dans son couple, dans son travail, voilà, dans son groupe d'amis, etc. Il y a des positionnements politiques. Être pour les 32 heures, par exemple, ça ne vous oblige pas à changer votre manière et à réfléchir à votre manière d'être, vous, personnellement, dans votre famille, dans votre couple. Alors, sauf si vous êtes patron et tout ça. Mais bon, si vous êtes patron, a priori, vous n'êtes pas pour les 32 heures. Sauf le 0,1% de patrons qui pensent un peu différemment, on va dire. Mais par contre, le féminisme a ce truc-là de particulier. C'est pour ça qu'on sait, nous, militantes féministes, qu'on va devoir se cartonner tout le temps avec des gens qui sont nos camarades par ailleurs. Et on ne va pas lâcher là-dessus. On ne va pas vous lâcher la peau du cul, qu'on soit très clair. Hein. C'est une lutte, tout ça. Et là, c'est une lutte qui se passe avec nos propres camarades, on le sait. Lâcher la domination masculine, pour les hommes, c'est perdre quelque chose. Et donc, les mecs vont pas se lever un matin en disant « Ouais, c'est vrai les meufs, vous avez raison, allez, c'est bon, on lâche tout ». En fait, ils vont lâcher un peu parce qu'on lutte, parce qu'on lutte, parce qu'on lutte, parce qu'on lutte. Et puis, il va y avoir des retours en arrière. Il va falloir qu'on arrive et qu'on attrape par le col et qu'on dise non, ça passe pas en fait. Ça ne passe pas et ça ne passera jamais. Et ils vont se faire ah oui, mais non, mais quand même, mais la réhabilitation et le pardon et machin. Et puis, à force de travail, ils vont faire ouais, bon, ok, ils vont concéder un peu jusqu'à la prochaine fois. Et donc, on va mener la lutte coup par coup, un par un. Il y en aura pour ça. Je pense que quand j'aurai 80 piges, on y sera encore. J'espère qu'on y sera mieux, moins mal, que quand même on aura plus avancé que là où on en est actuellement, mais je sais que ça avance. Les discours que ma génération entend sur le féminisme ne sont pas les mêmes que ceux que vivait ma mère, par exemple, et encore moins ceux que vivait ma grand-mère. On avance petit à petit, on gagne du terrain, mais on part de super loin. Il reste énormément de taf. Encore une fois, c'est un militantisme qui touche l'intime, le perso, le comportement de chacun. C'est une structure qui tient sur des comportements individuels. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on aille travailler le comportement individuel de chacun de nos mecs, de nos frères, de nos collègues de boulot, de nos fils, de nos potes, de nos pères, de nos camarades de lutte. Voilà, c'est une lutte quotidienne au coup par coup à chaque fois. On ne va pas vous lâcher les couilles, que ce soit très clair. Hein. Et on reste vos camarades, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas vous lâcher. Hein. J'ai compris le message. C'est le gars qui se sent concerné. Ok, c'est pas moi qui ai rebaissé la cuvette des toilettes. C'est pas dû. Pardon, promis, je passerai la balayette. Promis. Attends, ça dit, ça fait inquisitrice un peu, ça fait lutte, frère Mais Toc. c'est quand elle est comme ça, là. Vous la voyez pas, là, notre... Mais la lutte féministe, c'est un vrai sujet. On a parlé un peu de racisme, de la matérialisation de la lutte antiraciste dans la capsule de ce matin. Allez la voir. Zoé, tu fais la pub mieux que moi, donc tu pourras en parler. Il faudra qu'on parle aussi du féminisme, parce que justement, ce que disait Zoé, quand on dit que tout le monde est concerné, c'est aussi parce que le sujet féminin n'est pas une minorité. C'est la moitié de l'humanité. Donc c'est quelque chose qui ne peut échapper à personne. Il peut y avoir des situations de fantasme de la minorité quand justement vous en êtes éloigné. C'est assez intéressant, par exemple, dans le racisme. Vous voyez, il y a des gens qui ne côtoient jamais de gens racisés et qui sont racistes. Et paradoxalement, on dit, mais c'est bizarre, ils n'en côtoient pas. Mais c'est justement parce qu'ils n'en côtoient pas qu'ils sont racistes, vous voyez. Mais ça n'existe pas de gens qui ne côtoient pas de femmes. Alors on pourrait peut-être arriver sur les incels, ouais, voilà, mais en tout cas, ça reste la moitié de l'humanité. Et donc cet effet de majorité, et moi, ça m'a toujours fait saigner les oreilles. Tu sais, quand on dit les minorités, les juifs, les arabes, les noirs, les femmes. Il y a à gauche, des fois, des gens qui enchaînent comme ça. Parce qu'on confond la minorisation... Alors, il y a des noirs minorités, alors en France peut-être, mais bon... La minorisation et la... Non, mais tu vois ce que je veux dire. Justement, c'est ça qui est intéressant. Quand tu es une minorité dans un pays majoritairement... Les femmes ne sont pas une... Mais les femmes sont une moitié partout. Ça n'existe pas des sociétés où elles sont minoritaires. Ça existe des sociétés où elles sont violentées, dominées, mais ça n'existe matériellement pas des sociétés où il y a 4 hommes pour une femme. Certains villages de Chine avec la politique de l'enfant unique. Et encore, peut-être. Ouais. Donc voilà. Ouais. Et donc ça, c'est pour ça que c'est intéressant justement, parce que cette matérialité-là, concrète, sociale,
créer des rapports et des luttes spécifiques. Voilà, donc vous avez vu la diffusion de notre petite discussion avec Chris sur l'affaire Quatennens, sur sa gestion, plus largement sur comment on doit gérer les accusations de violences sexistes et dans nos milieux, particulièrement à gauche. Je le redis encore une fois, nous sommes tout à fait d'accord, nous les militantes féministes, pour rester camarades avec des mecs qui se sont mal comportés. Si il y a eu un vrai travail de dépositionnement, de transformation qui a été initié, pour tout vous dire, on en est obligé d'avoir cette position-là, car beaucoup de mecs se sont mal comportés et continuent à mal le faire. Néanmoins, ça reste prioritaire pour nous politiquement de ne pas vous lâcher, je le redis. On va dire que la main est tendue, mais que la main est ferme. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée ou de soirée en fonction de quand vous regardez cette capsule, de vous abonner à cette chaîne, à la mienne, à celle de Padu, la chaîne principale, à nos Twitter, à nos Blue Sky, à aller lire la revue Position Revue, de ne rien lâcher sur les sujets qui touchent tout le monde et qui doivent être nos priorités politiques. C'est une nécessité pour la lutte, y compris quand ça concerne des gens de notre camp. J'ai envie de dire encore plus quand ça concerne des gens de notre camp. Sur ce, à plus tout le monde. Salut!